Ce logo, c'est celui d'Éco-emballage. Depuis près de 20 ans, cet organisme doit nous apprendre à trier. Mais visiblement, le message n'est pas très bien passé. L'histoire avait pourtant bien commencé. En 1992, la France est un des premiers pays d'Europe à trier ses déchets d'emballage. À l'époque, on invente le principe du pollueur-payeur. Les producteurs d'emballage devront payer aux collectivités une partie du coût du recyclage. C'est Brice Lalonde, ministre de l'Environnement de l'époque, qui crée Éco-emballage. Les industriels disent « Ok, on est d'accord pour payer et pour récupérer nos propres emballages ». Et ça, c'est une date très importante. Mais ce que Brice Lalonde ne dit pas, c'est que ce projet lui a été soufflé par les industriels eux-mêmes. À l'époque, Antoine Riboud, patron de BSN, aujourd'hui Danone, et Jean-Louis Beffa, PDG de Saint-Gobain, ont dessiné Éco-emballage. Nous proposons de créer une nouvelle société, Éco-emballage, qu'il y ait une contribution sur chacun des emballages produits. Ceci va faire une somme d'argent importante. Parce qu'ils vont payer, les industriels obtiennent aussi le contrôle d'Éco-emballage, l'unique organisme de collecte et de tri des déchets en France. Nous rencontrons ceux qui, les premiers, ont dénoncé ce monopole. Le Centre d'information indépendant pour les déchets. Hélène Bourges y travaille depuis 4 ans. Elle nous liste les principaux actionnaires d'Éco-emballage. Il y a Kraft Food et Unilever. Il y a également Procter & Gamble. Il y a Coca-Cola, Heineken, Nestlé Water France, des géants de l'agroalimentaire et donc des énormes producteurs d'emballage puisqu'ils fournissent tout ce qu'on trouve dans les rayons de supermarché à peu près, quoi. C'est vrai qu'il y a une sorte de péché originel dans l'éco-emballage, c'est que ça a été inventé par les industriels, pour les industriels. Y aurait-il un conflit d'intérêts ? L'année dernière, un rapport des ministères des Finances et de l'Industrie a confirmé cette hypothèse. Ses auteurs ont constaté une propension de l'éco-organisme à satisfaire ses mandants dans un sens ne correspondant pas à la politique publique. En clair, Éco-emballage servirait en priorité l'intérêt de ses actionnaires. Éco-emballage est chargé de remplir une mission d'intérêt général. Et elle est détenue par des capitaux privés. Sa mission, c'est gérer les déchets d'emballage, mais c'est aussi réduire les emballages. Or, demander à des fabricants d'emballage de réduire les emballages, il y a déjà un problème dans l'énoncé. Alors, les industriels font-ils des efforts sur les emballages ? Pour le savoir, direction une grande surface. Le directeur des lieux a un poste d'observation privilégié sur le sujet. Il nous fait visiter le rayon frais. Donc là, on est sur le rayon charcuterie industrielle, charcuterie libre-service. Donc si je fais le tour du rayon, ça ne se recycle pas, ça ne se recycle pas. Je veux dire, l'ensemble en fait des produits qu'on a à disposition du client ici sont sur du plastique non recyclable. Et on peut tourner en fait sur tout le rayon. Si un produit qui peut se recycler qui est en carton, mais vous voyez que sur l'ensemble du rayon qui fait 13 mètres de longueur, on a 2 produits sur la masse des produits qui a un emballage recyclable. Non recyclable, non recyclable, non recyclable, etc. L'ensemble des yaourts, les pots sont pas recyclables. On se rend compte que finalement, il y a très peu d'efforts de fait sur le process de fabrication pour dire, on intègre dès le départ, dans la conception du produit, un emballage qui peut être recyclé. Il y a du boulot pour les industriels. Encore beaucoup de progrès à faire pour les industriels et donc pour Éco-emballage. Nous avons demandé des explications à son directeur général. Un rendez-vous est fixé lors d'un colloque. Mais à l'heure dite, Éric Braque de la Perrière n'a plus le temps. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible jusqu'à la fin de la semaine. Enfin, c'est la grève. C'est finalement le directeur technique qui va s'expliquer. Nous lui montrons l'impressionnant inventaire fait par le directeur du supermarché. Ça ne se recycle pas, je veux dire l'ensemble. C'est qu'il a fallu constituer entièrement la filière de recyclage des plastiques avec la mise en place de la collecte sélective. Et on a décidé, par prudence, de la construire sur la fraction du gisement qui était la plus facile, je dirais, à recycler. Et par contre, ce que vous soulignez à juste titre, c'est qu'on peut faire encore mieux. On a effectivement essayé d'estimer ce que coûterait l'extension des consignes de tri. Donc c'est un projet dont on estime qu'il coûtera au minimum 100 millions d'euros chaque année.
Un recyclage trop cher pour être rentable, c'est la position de l'éco-organisme. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas inciter les industriels à produire moins d'emballages plastiques ? En 20 ans, leur nombre a explosé. On en produit 50 milliards chaque année en France. À l'approche de Noël, un détour par le rayon jouets est éloquent. Aujourd'hui, en fait, les emballages sont surtout utilisés pour des raisons en fait purement marketing, d'information client, qui pourraient être largement, je dirais, limitées. Vous prenez par exemple ce produit, il y a, on va dire, 45% de l'emballage qui est inutile. Ça pourrait très bien être contenu dans un emballage qui soit grosso modo 70% moins imposant. Et donc du coup 70% de carton en moins, 70% de plastique en moins. Si on prend par exemple, je dirais ce produit qui est un produit standard par exemple, là il se trouve en plus qu'en termes de recyclage c'est extrêmement compliqué puisque vous avez du carton et du plastique. Donc ça part directement en déchetterie ou en incinérateur, puisque en plus le carton, de ce fait-là, pour qu'il soit recyclé, il faudrait en fait enlever le plastique pour pouvoir recycler le carton. Ces emballages très compliqués, on les appelle des perturbateurs de tri. Car dans ce cas, on ne recycle ni le plastique, ni même le carton. Éco-emballage avait pris l'engagement de taxer sévèrement leur production. La mesure devait entrer en vigueur il y a 7 ans. On l'attend toujours. Sur les emballages perturbateurs, Éco-emballage a mis en place depuis pratiquement 10 ans maintenant des comités techniques avec les filières de matériaux et avec les producteurs d'emballages pour identifier les emballages perturbateurs et pour informer les conditionneurs sur les alternatives. On les pénalise pas. L'idée serait de les pénaliser si on veut les faire changer. Non, je crois justement que la première étape, c'est toujours d'informer. Éco-emballage n'a pas l'intention de taxer ses actionnaires. Et dans certains cas, il peut même aller plus loin pour les défendre. C'est ce qui s'est passé à Nancy. Jean-François Husson est vice-président de la communauté urbaine. Bonjour, ça va ? La collecte se passe bien ? Et comment vous le voyez quand c'est mal trié ? C'est pas que c'est mal trié, c'est que c'est pas trié. Les gens ils mettent dedans, ils trient pas, il n'y a rien dedans. Donc, ils mettent rien là ? Ils mettent rien dedans. Ils mettent tout avec les ordures ménagères ? Ici, Éco-emballage ne finance que la moitié de ce que coûte le recyclage. Alors pour améliorer le tri et réduire les déchets, le Grand Nancy publie ce guide d'information il y a 2 ans. Quelque part, l'objectif, c'est d'abord de réduire les déchets. On a eu à l'époque un souci sur la question de l'eau du robinet que l'on préconisait nous. Voilà, c'est là, vous voyez, préférer l'achat. Opter pour les éco-recharges. Boire l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille. Ça claque. Ça claque, mais un peu trop pour Éco-emballage. En théorie, l'organisme doit financer ce genre de guide. Mais cette fois, ils font comprendre à Jean-François Husson qu'ils ne peuvent soutenir ce message. Et le discours, il est toujours un peu alambiqué. On vous explique que le message, tel qu'il est écrit là, il n'est pas recevable, qu'il faudrait l'écrire différemment parce que une partie du financement, c'est aussi la poche des industriels. Je pense que c'est pour le moins regrettable. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand on essuie un refus, nous, on a tenu notre position parce que la position, c'est celle qu'il faut défendre devant l'habitant, devant les collectivités. C'est notre responsabilité d'élus. Le guide ne sera pas changé d'une virgule. Malgré tout, Éco-emballage le finance, à l'exception de la page incitant à boire l'eau du robinet. La collectivité ne perd que quelques centaines d'euros, mais aussi ses illusions sur l'éco-organisme.